Est-ce que justement vous pouvez nous décrire le clan Gbagbo? Oui, le clan Gbagbo, mon frère disait lui-même, il disait pas c'est le clan Gbagbo qui m'en veut, il disait c'est le clan Bouabré. Bouabré, c'est le ministre des Finances de l'époque. Et il disait, il l'a écrit, il l'a dit à maintes reprises, c'est ce clan-là qui m'en veut et qui veut ma peau. Il disait ça comme ça. Il citait pas Gbagbo, il citait le clan Bouabré. Et le clan Bouabré, donc, c'était à la fois ce que je viens de citer, c'est-à-dire le ministre des Finances, son directeur de cabinet, qui aujourd'hui est réfugié aux États-Unis. Le ministre des Finances est mort depuis, il est mort d'une leucémie en Israël, après la chute du régime Gbagbo. Son directeur de cabinet, donc, qui est réfugié aux États-Unis parce qu'il y avait la double nationalité, c'était les responsables de la filière cacao, et c'était Simone Gbagbo parce qu'elle aussi, probablement, a tiré profit du fait qu'elle était l'épouse du chef d'État pour détourner des fonds de manière assez intensive. Et donc, c'est tous ces gens-là, en fait, qui avaient de bonnes raisons d'éliminer mon frère et qui avaient été identifiés comme ses principaux ennemis par mon frère lui-même. Gak avait connaissance de précédents violents suivis par des journalistes. On se souvient de l'affaire Jean Hélène, journaliste qui a été tué quelques années auparavant. Il avait également connaissance des crispations du pouvoir en place. Il avait identifié les gens qui lui voulaient du mal. Il avait reçu d'ailleurs des menaces ciblées. Comment expliquez-vous l'audace de votre frère? Peut-on parler de sacrifice? C'est une grande interrogation pour moi, parce qu'effectivement, on se dit que raisonnablement, il aurait dû, à un moment donné, à partir du moment où ces menaces s'intensifiaient, où il sortait des dossiers de plus en plus brûlants, où le FMI, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fonds monétaire international, surveillait de très près les finances de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire était dans une situation, très difficile au regard des organisations internationales. Tout cela a été créé à un espèce de contexte de plus en plus explosif. Et lui, au milieu de tout ça, continue à publier des articles dans lesquels il tirait à boulet rouge sur les responsables du régime. Donc je me dis, à un moment donné, soit il est devenu complètement inconscient, c'est-à-dire complètement polarisé sur ses enquêtes, complètement investi dans son travail d'investigation, il a fini par méconnaître l'ampleur du danger, alors que, je le disais, sa protection diplomatique avait disparu et que le président Gbagbo peut-être commençait à considérer que ça devenait compliqué de le protéger, lui aussi. À un moment donné, je pense qu'il aurait dû peut-être se montrer plus prudent et s'installer définitivement au Ghana ou rentrer à Paris, tout en continuant son travail. Mais pour des raisons que j'ignore, il a préféré rester sur place jusqu'au moment fatidique de son enlèvement. Alors, avant de recourir à la violence, est-ce qu'on a essayé d'acheter son silence? Est-ce que vous avez eu vent de tentatives de corruption? Il semblerait, mais il n'a jamais cédé à ça. J'ai entendu parler de ça, mais il n'y a pas cédé. Je le sais d'autant plus qu'il était dans une situation financière difficile et qu'il était obligé de solliciter assez régulièrement son entourage, ses proches là-bas, des Français, hein, pour payer parfois son loyer ou pour faire le plein de sa voiture. Donc il en était réduit à solliciter les uns et les autres pour pouvoir continuer à travailler sur place. Donc il n'avait aucun moyen financier, il était dans une situation précaire, il vivait de ces articles publiés comme ça à droite à gauche, soit dans la presse ivoirienne, soit dans la lettre du continent qui, elle, est une lettre confidentielle qui paraît à Paris et qui est consacrée à l'Afrique et dont il était le correspondant pour la Côte d'Ivoire. Mais voilà, il vivait de ses piges de manière très précaire, quoi. Il n'avait aucune réserve financière devant lui. Donc c'est d'autant plus méritoire dans ce contexte d'avoir résisté à la tentation de se faire acheter par je ne sais qui. Voilà. Il n'était pas connu comme étant du tout quelqu'un capable d'amasser de l'argent. Et c'est pour ça que les rumeurs parties de l'ambassade qui l'ont présenté comme un affairiste douteux étaient complètement ridicules. Personne n'y a cru. J'imagine qu'on vous a demandé à plusieurs reprises si votre frère faisait partie des renseignements. Vous avez eu des contacts avec la DGSE. Est-ce que ce contact vous a révélé des informations concernant votre frère?
Non, il m'a rien révélé du tout, parce que ce contact est venu au moment où on commençait à s'agacer sérieusement du discours que nous tenait le Quai d'Orsay, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui nous disait des années encore après l'enlèvement, on n'a aucune information et on ne peut pas en avoir, etc. Ça m'agaçait, ça nous agaçait beaucoup, parce que nous, tout seuls dans notre coin avec notre petit ordinateur et notre petit téléphone portable, on en avait plein d'informations. Donc, et puis le juge aussi. Donc tout ça nous agaçait, et au point qu'un jour le Quai d'Orsay m'a organisé, puisque c'est moi qui y suis allé, un rendez-vous avec un représentant de la DGSE, parce que je soutenais qu'il était impossible que les autorités françaises n'aient aucune information sur cette affaire, alors qu'il y avait 5000 militaires français présents sur place au moment de l'enlèvement et dans les années qui ont suivi. Donc je suis convaincu que l'armée française, la diplomatie française avait beaucoup d'informations. Donc voilà, on organise ce rendez-vous avec un représentant de la DGSE qui en fait m'a dit qu'il savait rien non plus. Et j'ai eu plutôt le sentiment qu'il cherchait à savoir ce que je savais réellement lors de cet entretien. Donc, ça n'a rien apporté du tout. Donc pas de précision quant au fait de savoir si votre frère était proche des renseignements français? Non. Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Mon frère était tellement bien informé de ce qui se passait en Côte d'Ivoire que beaucoup ont imaginé qu'il faisait partager ces informations avec les services de renseignement français. Moi, j'ai aucun élément qui me donne à penser qu'il ait fait ça. Au contraire, j'évoquais sa situation tout à l'heure de grande précarité financière. Donc je me dis, s'il avait été un correspondant des services français, il aurait sûrement mieux vécu dans des conditions plus confortables. Mais ça a été dit, alors je pense que ça repose sur le fait qu'il était très bien renseigné sur à la fois la vie politique et la vie économique de la Côte d'Ivoire et sa vie financière, et que lorsque des journalistes français débarquaient en Côte d'Ivoire, un des premiers réflexes qu'ils avaient était de le contacter pour avoir justement une espèce de panorama politico-économico-financier du pays avant qu'eux-mêmes entreprennent leur travail sur place. C'était un des premiers contacts que tous les journalistes avaient, parce qu'ils déblayaient le terrain et ils faisaient un tableau très précis de ce qui se passait en Côte d'Ivoire au moment où ces journalistes arrivaient. De là, peut-être est venue cette idée qui pouvait contribuer au renseignement français, mais moi, personnellement, j'ai aucun élément pour accréditer cette thèse. Alors revenons-en à la tension qui règne dans les hautes sphères de l'État ivoirien à la veille de l'enlèvement de Guy André et qui s'inscrit dans un contexte politique national et international particulier. Quelle est la situation politique de la Côte d'Ivoire à la veille de la disparition de Guy André? Alors on est d'abord dans le cadre bien connu de la France-Afrique, c'est-à-dire on est dans le précaré français encore en Côte d'Ivoire à ce moment-là, l'ancienne colonie qui est un peu la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. La vitrine, c'est-à-dire le pays qui a su réussir sa décolonisation pendant tout le temps qui a précédé l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le pays s'est développé, s'est enrichi, ses dirigeants aussi, puisque Houphouët-Boigny était l'un des chefs d'État les plus riches de toute l'Afrique. Il a amassé une fortune considérable, mais malgré tout ça, la Côte d'Ivoire était présentée comme un peu la réussite exemplaire de l'Afrique de l'Ouest. Et quand mon frère arrive là-bas, la situation est complètement différente, parce que le président Gbagbo a été élu en 2000, pas très bien, donc il est contesté, il a échappé déjà à une tentative de coup d'État. Le pays est coupé en deux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au nord, les rebelles qui veulent le renverser, en deux parties à peu près égales géographiquement. Et au sud, donc, les loyalistes, ceux qui soutiennent le régime de Laurent Gbagbo. Et donc, un pays qui est au bord de l'implosion, avec la France qui s'est interposée entre les deux camps, et les forces de l'ONU également. Donc, une grande instabilité. Et la diplomatie française, ce qui explique sans doute son attitude à notre égard, pendant les années qui vont suivre, et pendant pratiquement jusqu'à la chute du président Gbagbo en 2011, les autorités françaises vont soutenir à bout de bras ce régime qui est contesté, et
vont considérer pendant toutes ces années que la sortie de crise passe par le président Gbagbo. Donc toutes les affaires comme celle de mon frère qui viennent compliquer la vie de Gbagbo et de son entourage sont perçues par la diplomatie française comme des cailloux dans la chaussure des diplomates et du président Gbagbo lui-même. Alors même si la présidence française le soutient de moins en moins fortement, le président Gbagbo, puis il finira par le lâcher complètement, la diplomatie française, elle, continue de penser que c'est la voie de sortie obligée de la crise ivoirienne. Voilà. Ça a contribué à cette attitude consistant à dire que le Quai d'Orsay, la diplomatie, ne pouvait pas nous aider. Donc, comme vous l'avez dit, le voile juridique qui entoure l'affaire, il est intimement lié à la politique. Ce qui vous a d'ailleurs poussé à vous engager, c'est que le Quai d'Orsay ne fasse pas preuve d'une réelle volonté de tirer l'affaire au clair. Et selon vous, l'affaire Kiefer, au-delà de la question de la liberté d'expression, elle révèle les liens obscurs entre la France et la Côte d'Ivoire. Dans quelle mesure, selon vous, ce crime d'État est révélateur de la France-Afrique ? Parce qu'il contribue à entretenir plutôt le contexte général qui entoure cette affaire contribue à entretenir cette relation un petit peu bizarre entre la France et son ancienne colonie sur le registre « je t'aime, moi non plus », où on soutient un pays tout en voyant bien qu'il part à la dérive, que ses dirigeants multiplient les malversations, les détournements d'argent, mais comme probablement et aussi ces malversations contribuent à financer tel ou tel parti politique en France, on s'aperçoit très vite qu'on est dans un contexte extrêmement ambigu, un petit peu incestueux même entre la France et son ancienne colonie. On ne sait pas très bien s'il faut la soutenir ou pas la soutenir. On la soutient fortement et puis de moins en moins. Vous voyez, tout ça était extrêmement filandreux, quoi. Et l'affaire de mon frère qui intervient dans ce contexte de grande confusion, finalement, elle gêne tout le monde, quoi. Elle gêne côté français, elle gêne côté ivoirien. D'ailleurs, on s'aperçoit très vite que d'abord le président Chirac qu'on avait sollicité et qui était en place au moment où mon frère a été enlevé ne nous reçoit pas, il répond à aucune de nos sollicitations. Le président Sarkozy nous a reçus peu de temps après son élection en nous disant « Tant que cette affaire ne sera pas réglée, je ne normaliserai pas les relations avec la Côte d'Ivoire », mais en fait, il les a normalisées très vite, d'une part, et d'autre part, il a, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre affaire, il a interdit un peu plus tard à la police française de travailler avec le juge d'instruction, alors qu'elle était constamment à ses côtés dans le début de l'affaire. Le président Hollande n'a jamais répondu à nos sollicitations qui visaient notamment à obtenir que la France réclame des contreparties judiciaires dans cette affaire. Chaque fois qu'elle faisait une remise de dette à la Côte d'Ivoire, il y en a eu plusieurs sous le régime de François Hollande, et à chaque fois, je me suis insurgé en disant « mais on fait des remises de dette à la Côte d'Ivoire, demandez au moins en contrepartie que la lumière soit faite sur l'affaire Kiefer ». Même ça, ce qui n'était pas grand-chose, n'a pas été fait. Ce qui fait que voilà, tout le contexte politique de ces dernières années était lui-même, comment dirais-je, en fait, il nous a manqué pendant toutes ces années un accompagnement politique. Et cet accompagnement politique, s'il nous a manqué, c'est parce qu'on était toujours dans le contexte incertain de cette France-Afrique un peu déclinante, mais qui était toujours présente. Oui, donc il vous a manqué d'un accompagnement et on imagine bien que sans appui politique, la procédure judiciaire ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique judiciaire de l'affaire ? Oui, alors, quand je dis que les autorités françaises ne nous ont pas soutenus, et en particulier la diplomatie, je mets de côté l'institution judiciaire qui, au contraire, a fait, de mon point de vue, un travail remarquable dans cette affaire, notamment via le juge d'instruction Patrick Ramel que j'ai cité tout à l'heure. Le juge Ramel hérite de ce dossier dès le départ, comme je l'ai dit, et pendant les 10 années pendant lesquelles il va enquêter sur cette affaire, il va s'y consacrer corps et âme, c'est-à-dire qu'il va multiplier les commissions rogatoires, les transports sur place, soit lui-même, soit via les enquêteurs, d'abord les policiers, puis la gendarmerie,
Donc il va s'y intéresser de très près parce qu'elle le choque personnellement, et parce qu'il dit dans un livre qu'il a écrit récemment, il évoque cette affaire et il dit « Guy-André Kieffer est de ces disparus dont le sort tourmente les vivants ». Je trouve que la phrase est très jolie et elle dit bien comment il a ressenti cette affaire, dont le sort tourmente les vivants. Elle a tourmenté lui, ça fait aucun doute. Et donc il a fait tout ce qu'il a pu pour faire avancer la procédure, sans accompagnement politique, ni du côté français, ni du côté ivoirien, bien sûr. Y compris des déplacements récurrents, et il s'est déplacé apparemment une dizaine de fois en Côte d'Ivoire. Moi je dirais même plus, je pense qu'il a dû, sur les 10 ans qu'il a passé dans son cabinet d'instruction, vous savez qu'au bout de 10 ans, un juge d'instruction spécialisé comme il était doit quitter ses fonctions, c'est une règle statutaire. Donc en 2013, il a été obligé, donc ça faisait 9 ans en réalité, il a passé 9 ans sur cette affaire. En 2013, il a dû quitter son cabinet d'instruction malheureusement, mais je pense qu'au cours de ces 9 ans, il a dû passer au moins une année pleine sur place, en déplacement sur le terrain, à se consacrer à cette affaire. Donc c'est considérable parce qu'un juge d'instruction a plusieurs centaines de dossiers et qui sont tous des dossiers compliqués. Et donc il s'est consacré énormément à cette affaire, il a tout fait pour la faire avancer et curieusement les autorités ivoiriennes l'ont jamais empêché de venir sur place, ce qui aurait été une tactique, il suffisait de lui refuser un visa ou de ne pas donner suite à ses commissions rogatoires internationales pour l'empêcher de travailler. Eh bien non, il a pu aller et venir pratiquement comme il voulait, parfois c'était un peu compliqué, mais enfin bon, il a réussi à aller autant pratiquement chaque fois qu'il voulait y aller, il a pu y aller sur place. Ce qui était une technique assez efficace parce que les autorités ivoiriennes ont pu dire, voyez, on contribue à l'enquête, on est plein de bonne volonté, le juge Ramel vient quand il veut. D'ailleurs, il est venu 5 fois, 10 fois, 15 fois. Mais en réalité, la tactique était bien plus maligne. Elle consistait à lui balancer sans arrêt de fausses informations, des rumeurs, des faux témoins en pagaille. Et c'était une technique très efficace parce que le juge a passé beaucoup de temps à démêler le vrai du faux, à vérifier ce qui relevait de l'intox et de l'information, et finalement à ouvrir et à fermer des portes, pour reprendre son expression. Donc c'était une tactique très efficace qui lui a fait perdre énormément de temps et qui a contribué à l'égarer bien souvent sur de fausses pistes. Alors, comme vous l'avez évoqué précédemment, les personnes se sentant menacées par les investigations de GAC se sont déclarées avant sa disparition. Vous avez parlé notamment des menaces qu'il avait reçues du directeur de cabinet, du ministre de l'économie. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de dégager des hypothèses sur les cerveaux, les commanditaires de l'enlèvement? Moi, je pense d'abord la technique du juge a été de partir de la base pour remonter vers la tête. Parce qu'il s'est dit, si j'attaque directement au niveau du palais présidentiel, les écoutilles vont se fermer tout de suite et plus personne ne parlera. Donc, il a employé une technique différente à partir des aveux initiaux de Le Gray, qui s'est rétracté très vite parce qu'il a été repris en main par la présidence. Mais bon, il avait quand même balancé pas mal de noms au départ. Et donc, le juge est parti des exécutants. Il a commencé à s'intéresser aux commandos, aux escadrons de la mort, qui étaient pilotés à l'époque par Simone Gbagbo et son entourage. Et il a commencé comme ça, de proche en proche, à identifier une quarantaine de membres du commando qui ont participé de près ou de loin à l'enlèvement, à la détention, voire à l'exécution de mon frère. Et petit à petit, par le biais de ces exécutants, il a pu identifier les responsables des différents commandos, il y en a 2 ou 3, et il est remonté comme ça jusque dans les couloirs du palais présidentiel, jusqu'à mettre en cause la première dame, Madame Simone Gbagbo, et le ministre des Finances de l'époque. Et donc on a une idée assez précise, à la fois des commanditaires et des exécutants, et même du nombre, parce que le juge en a identifié une quarantaine d'exécutants. Alors repartons de la base. Il y a un personnage qui est très intéressant et qui vous livre beaucoup d'informations concernant les modalités opératoires de l'enlèvement de Guy-André. Il s'agit de Berthé Sédou. Il va vous donner des indications sur qui sont les pièces maîtresses de ces fameux escadrons de la mort. Ça, c'est d'un témoin que j'avais réussi à identifier
à travers une lettre ouverte, un appel à témoignage que j'avais lancé dans la presse ivoirienne. J'en ai lancé plusieurs et l'un d'entre eux m'a permis d'entrer en contact avec ce Berthé Sédou, effectivement, qui était le chauffeur de l'un des chefs d'escadron de la mort qui ont contribué à l'enlèvement. Et alors, effectivement, ce témoin nous décrit de manière très précise la scène de l'enlèvement, en donnant les noms de tous les participants, en donnant les plaques d'immatriculation des voitures. Parce qu'il est étonnant, il a une capacité à enregistrer les numéros de téléphone et les immatriculations des véhicules qui m'a toujours épaté parce que il note rien, il n'a pas de calepin, il n'a pas de téléphone portable, mais il retient tout ça. Il y a des dizaines et des dizaines de numéros de téléphone, par exemple. C'est sa façon de fonctionner. Et donc, il nous donne beaucoup d'informations, cet homme-là. Et il nous dit que mon frère a été enlevé, dans quelles conditions il a été enlevé, comment ça s'est passé. Il nous dit qu'ensuite, il a été emmené dans une villa d'Abidjan où il a été interrogé par le chef du commando de manière assez violente parce qu'il a entendu des cris. Ça s'est mal passé. Il dit qu'ensuite, mon frère a été emmené à la présidence. Et ça, c'est confirmé par un autre témoin qu'on retrouve par la suite dans le cadre d'un autre appel à témoins qui se manifeste et qui dit « Moi, j'étais de garde à la présidence et effectivement, j'ai vu arriver Guy-André Kieffer. Je l'ai vu se faire enfermer dans une cellule au sous-sol de la présidence que le juge d'instruction va retrouver par la suite, cette cellule. Et il dit, ce deuxième témoin nous dit Guy-André Kieffer a été extrait de la cellule au bout de 2 jours et emmené à l'extérieur de la présidence. Je pense que ça résulte du fait que la tension montait autour de cette affaire. Donc on est quelques jours après l'enlèvement et que personne ne s'attendait au Côte d'Ivoire à ce qu'elle fasse un bruit pareil en France. Et notamment que la famille s'en mêle, quoi. Et donc mon frère est emmené à l'extérieur du palais. Et là, le premier témoin, Berthé Sédou, reprend le relais en nous disant oui, il est emmené dans une 17 km d'Abidjan, ce qu'on appelle la ferme aux volailles, que je suis allé voir, qu'on a retrouvé avec le juge. Et là, les témoignages divergent à ce moment-là, parce que ce témoin nous dit qu'il a été abattu à cet endroit-là par erreur, à la suite d'une confusion. Un des membres du commando lui aurait tiré dessus, lui aurait lâché une rafale de mitraillette, il l'aurait abattu. D'autres disent qu'il serait décédé au moment de son interrogatoire ou qu'il aurait été victime d'un accident cardiaque parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Après, bon, les témoignages divergent, mais on connaît quand même 90% du scénario de l'enlèvement jusqu'à ce transport dans une ferme près d'Abidjan, en passant par la présidence. Et on est à 2 ou 3 jours après l'enlèvement à ce moment-là. Dans l'hypothèse que vous dégagez, il est difficile de ne pas impliquer les hauts sommets de l'État dans la mesure où GAC a été durant son enlèvement en rétention dans une cellule se trouvant au sous-sol du palais présidentiel. Plusieurs témoignages donnent à penser que le feu vert pour l'enlèvement est parti de la première dame, de Madame Gbagbo. Le mercenaire que j'évoquais tout à l'heure, Christian Garnier, a assisté à un entretien téléphonique alors qu'il était un jour dans le bureau du ministre de la Défense, qui s'appelle Cadet Bertin, qui était un proche de Gbagbo, de Laurent Gbagbo. Et ce ministre en reçoit, alors que le mercenaire est là, un coup de fil de Madame Gbagbo. Il l'identifie parce que son surnom à la présidence était Delta. Le ministre de la Défense décroche, il dit « Bonjour Madame Delta », donc on comprend tout de suite de qui il s'agit. Et il comprend, ce mercenaire, que la conversation porte sur mon frère, et le ministre lui dit « Vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui, on va régler le problème ». Et là, on est à quelques jours de l'enlèvement. Donc ce témoignage parmi d'autres nous conforte dans l'idée que c'est bien, et puis ce qu'avait dit Legré également, nous conforte dans l'idée que le feu vert est bien parti de Madame Gbagbo. Alors, a posteriori, une autre affaire va faire résonance avec l'affaire de Guy-André. C'est cette fameuse affaire d'un avocat qui s'est fait également enlever, ou en tout cas une tentative d'enlèvement, de la part des escadrons. Est-ce que ça va nous apprendre des choses concernant l'affaire GAC ?
Oui, parce que la méthode, la méthodologie ou le processus est exactement le même. Là, on est quelques années après l'enlèvement de mon frère, et à un moment donné, le président Gbagbo soupçonne l'État français, enfin l'armée française, de vouloir le renverser. Vous savez que le président Gbagbo avait été élu en 2000 pour 5 ans, mais du fait de la situation insurrectionnelle dans son pays, il a repoussé d'année en année l'élection présidentielle, et il a réussi à se maintenir 11 ans dans son poste alors qu'il avait été élu pour 5 ans. Et au bout du énième report de l'élection présidentielle, il a soupçonné donc que l'armée française était sur le point de le déposer. Et à ce moment-là, sont organisées différentes opérations commando, probablement à l'initiative de la présidence ivoirienne, et notamment l'enlèvement de ce journaliste français, de cet avocat français qui s'appelle Xavier Guelbert, qui était missionné par l'Union européenne pour faire lui aussi une enquête sur l'argent du cacao. Donc, Xavier Guelbert, un beau matin, est arraché dans sa chambre d'hôtel par un commando qui défonce sa porte à coups de Kalachnikov. On l'extrait de sa chambre manu militari, on l'embarque, et arrivé dans le parking au sous-sol de l'hôtel, le commando, qui est extrêmement agité, nerveux et violent, veut lui mettre un sac sur la tête. Il se débat en se disant, si jamais je me laisse faire, ils vont me liquider et ça en est fini de moi. Et dans la confusion, un des membres du commando tire une rafale de mitraillette par mégarde qui va blesser l'un des membres du commando. Et à ce moment-là, c'est un peu panique à bord. Les membres du commando ne savent plus très bien comment se débrouiller de tout cela. Et l'un d'entre eux appelle la présidence pour prendre des ordres, finalement. Et ce coup de fil va être identifié par le juge d'instruction Patrick Ramel, qui enquête également sur ce deuxième enlèvement, et va le conforter dans l'idée que tous ces mouvements, enfin toutes ces actions d'enlèvement sont commanditées depuis la présidence. Et donc Xavier Guelbert va frôler l'exécution sommaire, et finalement sera relâché dans des circonstances un petit peu abracadabrantes par les gendarmes ivoiriens eux-mêmes quelques jours après. Donc lui, on peut dire il revient de loin parce qu'il a frôlé l'exécution sommaire. Et alors, le juge d'instruction français va mettre en évidence de nombreux parallèles entre cette affaire-là, cet enlèvement, et celui de mon frère, en s'apercevant que c'est la même méthode, c'est pratiquement les mêmes gens venus des mêmes commandos qui prennent leurs initiatives, leurs instructions, au même endroit. Et il va faire un parallèle très étroit entre les deux affaires. Vous avez passé beaucoup de temps, dépensé beaucoup d'énergie à découvrir la vérité. Aujourd'hui, Bernard Kiefer, qu'attendez-vous de la justice ? Alors, c'est compliqué aujourd'hui parce que le juge d'instruction, Patrick Ramel, qui était notre principal soutien dans cette affaire, a quitté son poste. Il est maintenant dans un tout autre domaine. Il est président de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, donc il n'a plus rien à voir avec l'instruction de cette affaire, malheureusement. Son successeur suit l'affaire, s'en occupe, mais de manière très différente. Donc je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais on n'a pas du tout les mêmes rapports avec son successeur que ceux que j'avais avec le juge Ramel. Du côté politique, moi j'ai perdu tout espoir d'avoir un accompagnement politique dans cette affaire, ni en France ni en Côte d'Ivoire. Là en France c'est pas nouveau, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui a succédé au président Gbagbo au moment de sa chute en 2012, nous avait assuré que toute la lumière serait faite sur cette affaire. En réalité, il ne s'est rien passé du tout. L'affaire est enlisée judiciairement en Côte d'Ivoire, il ne se passe rien. Certains des protagonistes ont fui à l'étranger, d'autres sont morts, mais d'autres sont en prison en Côte d'Ivoire. Par exemple, l'un des proches de Simone Gbagbo, elle-même d'ailleurs, est détenue en Côte d'Ivoire, et l'un de ses proches qui était responsable d'un des commandos, d'un des escadrons de la mort,
qui s'appelle CK, qui est directement impliqué dans l'affaire de l'enlèvement de mon frère, est en prison, mais personne ne semble beaucoup s'inquiéter de savoir ce qu'il sait de l'affaire Kieffer. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui me donnent à penser qu'on n'aura aucun accompagnement politique, ni en France, ni en Côte d'Ivoire, malheureusement. Que du côté judiciaire, l'affaire n'avance plus au même rythme qu'avant. Et moi, personnellement, je n'ai plus de fil à tirer actuellement. J'en ai eu pendant longtemps parce que je lançais des appels à témoins et que ça a donné des résultats qu'il fallait trier, d'accord, mais j'avais quand même quelques résultats. Là, pour l'instant, j'ai plus d'informations à exploiter, on va dire. Plus de portes à ouvrir ou à refermer. Donc, on est un petit peu dans une espèce de situation incertaine où on ne sait pas très bien si l'affaire va pouvoir encore avancer ou si elle est destinée à être classée, je ne sais pas. Voilà, moi j'attendais de la parution de mon livre, peut-être que ça suscite des réactions, soit en France, soit en Côte d'Ivoire, de personnes qui connaissent la vérité, qui savent par exemple où se trouve physiquement le corps de mon frère. Ça, je ne sais pas. Qui auraient pu nous aider. J'ai essayé d'avoir des informations du côté du président Gbagbo, qui est actuellement devant la Cour pénale internationale à La Haye, mais il m'a pas répondu. Donc voilà, j'ai un petit peu épuisé pour l'instant toutes mes sources d'informations. Harrevert souhaite dénoncer ces nouvelles formes de colonialisme et tente de délivrer un maximum d'informations sur ces questions à ses internautes. On vous souhaite, Bernard Kieffer, de découvrir la vérité à propos de la disparition de votre frère. Nous sommes ravis d'avoir pu vous entendre au sujet de cette affaire qui est avant tout une histoire france-africaine. Bernard Kieffer, merci. Merci à vous, c'était très intéressant de pouvoir échanger parce que ça me permet de remettre à la surface une affaire qui tend à s'estomper un petit peu dans les médias. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai eu également le renfort et le concours très actif de plusieurs journalistes en France, notamment, en Côte d'Ivoire également, mais en France particulièrement, de journalistes qui continuent encore aujourd'hui de suivre cette affaire. C'est le cas par exemple de Joseph Tual, qui est journaliste à France 3, de Benoît Colomba, qui est journaliste à France Inter, de Thomas Oufnoun, qui a longtemps été journaliste à Libération, de Vincent Hugeux, qui est journaliste à l'Express. Donc j'ai un certain nombre, je cite pas tous, mais j'ai un certain nombre de contacts comme ça dans la presse, de journalistes dont je suis sûr que je peux compter sur leur concours. Chaque fois que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans cette affaire, je sais qu'ils sont présents. Donc c'est important de pouvoir de temps en temps la remettre à la surface, comme ils l'ont fait bien souvent depuis 2004. Très bien. Eh bien, écoutez, bon courage pour la suite de vos enquêtes. Merci.